D'accord. Alors, les trognes, pollard trees, comme on les appelle aussi, et plus de 200 noms qu'on leur a attribués en France, sont des arbres qui, paradoxalement, n'ont pas fait l'objet de recherche au niveau des instituts de recherche, comme on a pu travailler sur les arbres forestiers. Et ça, c'est un sujet intéressant, puisqu'on voit que là, l'arbre, ce que j'appelle l'arbre paysan, a un colossal déficit au niveau de la recherche. Moi, je suis fils de petits paysans. Chez mes parents, il y avait des trognes. Je suis artiste. J'ai été sensible à ces arbres. J'ai vu le bocage de mon enfance disparaître. Donc, il y a plein de raisons qui m'ont poussé, et sans doute plein d'autres, à m'intéresser à ces arbres. Et je vais vous en parler à ma manière. Alors, première chose, c'est une pratique paysanne très ancienne, puisqu'on a trouvé en Angleterre des vestiges dans le lit de la Trent, au nord-est de Londres, datés au carbone 14 de 3400 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3400 ans, on faisait déjà la trogne. De même qu'on faisait déjà des émondes il y a 1800 ans du côté de la Belgique. Alors, n'en déplaise à notre fierté humaine, c'est pas nous qui avons inventé cette forme d'arbre, puisque au cours de leur évolution, surtout les arbres feuillus ont réagi en émettant des rejets suite à des accidents climatiques ou bien à la pression animale, comme ici le castor, qui est un créateur de trognes. Et cet animal, si vous allez sur les bords de la Loire, vous verrez partout des trognes de castor. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'arbre est ainsi, entre guillemets, traumatisé? Eh bien, il a une réaction, il fait ce qu'on appelle une réitération. Il remplace le houbbier endommagé ou coupé ou cassé grâce à l'émission de bourgeons latents qui sont là en attente sous l'écorce et qui vont reconstituer ce houbbier, mais d'une manière différente. Et à chaque fois que vous retaillez, va se reproduire le même processus. Et vous voyez ici, excusez-moi, faut que je m'habitue à la machine. Là, c'est un chêne rouge d'Amérique. Ici, on a un chêne pédonculé. Et vous voyez un chêne plus âgé. Et vous voyez... alors, ce qui se passe aussi, à chaque fois que vous taillez, il y a aussi la formation de bourrelets de recouvrement, qu'on appelle souvent à tort des bourrelets cicatriciels, parce qu'il ne s'agit pas de cicatrices au sens animal du terme, qui sont à la fois au niveau des coupes et au niveau des troncs, puisque ces arbres sont, dans le bocage, on voit très très souvent ça, capables de reconstituer entièrement un tronc par les bourrelets longitudinaux. Excusez-moi, 25 heures de vol, ça fatigue un peu. Voici, donc là c'est un frêne, donc il a vécu des cycles de taille, il fait à peu près 7 mètres de circonférence, il est entièrement creux et il est en pleine vitalité, c'est dans le bocage des Deux-Sèvres. Là c'est un tilleul, toujours dans le bocage des Deux-Sèvres, plus de 6 mètres de circonférence et avec 6 troncs. Ici un peuplier noir en Espagne. C'est un arbre qu'on trouve très souvent conduit de cette manière, aussi bien en France qu'en Espagne et dans d'autres régions, en Italie aussi. Et ici, en Angleterre, dans le parc de Windsor, une trogne estimée, d'après Ted Green, à 1300 ans. Donc le fait de tailler ces arbres ainsi, si on le fait de manière régulière, et là encore, il y a beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là, eh bien, on n'abrège pas la vie de l'arbre, contrairement à ce que pourrait penser notre ami Francis Allais, qui, pour lui, il ne faudrait jamais tailler les arbres. Ça n'a pas empêché de faire la dédicace de mon bouquin. Voilà, alors là, dans les asteries, excusez-moi, oh là, je suis vraiment fatigué. Voilà. Ici, dans les asteries, la DSA en Espagne,
Le peuplier noir toujours en Espagne, et même sur des conifères, genévrier thurifère ici, avec pâturage de ovins. C'est des arbres qui ont à peu près 400-500 ans, c'est dans le sud de l'Aragon, et des arbres qui étaient taillés aussi pour servir de fourrage. Autre exemple intéressant, mais là qui était, je dirais, on sort un peu de l'agroforesterie, bien qu'il y ait eu en même temps pâturage, enfin on n'en sort pas, on est toujours dedans, excusez-moi, il y avait à la fois pâturage, il y avait aussi récolte, enfin glandé au moment de la production de glands et de frênes, avec notamment ces arbres comme on trouve aussi dans les forêts périurbaines de Londres qui produisaient du charbon de bois et du bois d'œuvre pour la marine. Ici on est en Norvège avec ces frênes et le pâturage au vin, frênes taillés pour le fourrage, et avec les Norvégiens ont étudié la production fourragère, on s'aperçoit en présence de ces arbres, on a une production d'herbage plus importante que sans arbres. Et ici, ce sont les arganiers du Maroc, pour sortir un petit peu du contexte européen. Alors là, c'est des exemples de, en fait, probablement l'origine de l'agroforesterie, et ce sont des boisements qu'on a fait pâturer et qu'on a taillé à hauteur, tout simplement pour avoir une production forestière en même temps que le pâturage. Ici, dans le Marais Poitevin, alors ça, c'est des exemples tout à fait passionnants parce qu'on est sur des densités de frênes assez considérables et avec plusieurs modèles de trognes, avec des trognes qui sont en rive de canaux, une trogne de frênes. Hélas, là, il y a un problème, je dirais, de monoculture qui peut se poser, mais aussi de mini-boisements de trognes, avec des trognes toutes petites, et c'est intéressant parce que le projet INRA, dans le cadre d'Ag Forward oh là là là, au sud de Poitiers, est basé sur des mini-trognes qui serviront de fourrage. Et dans le Marais Poitevin, on avait des boisements de mini-trognes sur les terrés avec des densités de 3000 arbres à l'hectare, des arbres qui font 50 à 1 mètre de haut. Et le jour où on a mis des bovins dans ces parcelles, on a rehaussé ces arbres, ceux du pourtour qu'on a conservés, et les arbres centraux ont été enlevés pour le pâturage. Et ici, on a une trogne rehaussée. Vous voyez la hauteur d'origine et le rehaussement de cet arbre. Ça montre bien que ce sont aussi des arbres à géométrie variable. Alors, une des formes les plus répandues en Europe, c'est sous la forme du bocage, avec des densités dans les haies très importantes. Ici, on est dans le Perche. Là, on a la forme avec des émondes en Bretagne, avec un élagage surtout latéral. Et puis, on voit bien qu'on est en fait en face d'un taillis aérien. Et finalement, on avait abouti avec le maximum de la population rurale avec un système de bocage qui était à la fois le bocage de clôture avec le plessage, comme on le voit ici, avec des vestiges de plessage qui forment des trognes plesses, et avec un système de talus, de fossés qui servaient de drainage. Donc la production principale était le fagot, le charbon de bois, le baril de pétrole renouvelable de l'époque, et puis la charbonnette pour le charbon de bois avant que le chemin de fer ne diffuse le charbon de terre. En fait, vous pouvez regarder ici. Et puis là, quelques arbres qui nous emmènent encore plus loin, puisqu'on a des arbres, des trognes en République dominicaine, ça veut dire qu'on peut faire de la trogne partout. On a même en Guyane, on s'est aperçu pour restaurer les terrains aurifères dégradés, c'était la meilleure solution. On s'était d'abord basé sur des CP au ras du sol et ça fonctionnait pas bien, et en faisant de la trogne, ça marchait tout de suite.
Alors un exemple intéressant de trognes qui a été installé sous une action politique en quelque part, c'est le mûrier blanc avec la sériciculture à l'époque d'Olivier de Serres, où on a planté plus de 5 millions de mûriers en France, dont il persiste encore un certain nombre, et que les paysans ont continué à tailler. Pourquoi? Parce que la feuille était extrêmement nourrissante pour le bétail. Alors là, on le voit sous différentes formes, et ici, on a une forme de verger pâturé par des volailles. Alors, parmi les exemples les plus pertinents, on a évidemment le saule tétard, qu'on va trouver notamment beaucoup dans les pays du Nord et qui sert toujours, notamment aux Pays-Bas, pour faire des fascines pour protéger les canaux. Alors, parmi les usages de ces arbres, l'intérêt était d'avoir des rejets extrêmement... le fait de tailler ces arbres, on a une production homogène de bois, des rejets très droits qui rendent les usages nombreux, notamment ici dans le nord de la France, près de la Belgique, pour faire des sortes d'étais qui permettent de faire sécher les haricots. C'était pareil pour les houblonnières, et parmi ces usages, il y en a une infinité. Par exemple, là dans l'Aragon, les peupliers noirs étaient utilisés pour faire toutes les charpentes de l'habitat. Tout l'habitat ancien est fait avec ces peupliers qui étaient taillés tous les 12-15 ans maximum. Alors, il y a un énorme intérêt de ces arbres. Souvent, on se plaint que le fait de tailler l'arbre, ça va créer un traumatisme, ça va le creuser, ça va l'abîmer. Et en fait, pour la biodiversité, c'est un atout considérable puisque le fait de tailler ces arbres va être un facteur favorable à la production de cavités, ce qu'on n'a pratiquement plus dans l'espace normalisé, aussi bien forestier qu'agricole. Les arbres, on va les laisser pousser, ils vont grandir, on va les couper et d'un seul coup on va réduire toute la biodiversité qui s'est installée avec le vieillissement du tronc. Et ça, c'est intéressant par rapport à un certain nombre d'insectes, aux oiseaux cavernicoles, aux chauves-souris. Enfin, il y a un grand nombre d'espèces auxiliaires, notamment, qui vont profiter de ces arbres, qui, comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'ils soient entièrement creux n'entame pas du tout leur vitalité. Alors ici, on a un exemple avec... c'est une photo que j'ai prise en Mayenne. Quand j'ai pris la photo, il y avait la huppe qui chantait. Et il était clair qu'elle nichait dans l'une de ces trognes de chêne. La même chose par rapport à la pollinisation. On trouve dans ces arbres très très souvent des ruches naturelles faites par les abeilles. Et on trouve aussi très souvent des mini-mares. Attendez, non, c'est ici. C'est-à-dire que ces arbres, à un moment donné de la production des cavités, vont récolter de l'eau et vont servir d'abreuvoir finalement peut-être aux abeilles qui nichent dedans. Enfin, on peut imaginer un certain nombre de choses, mais là encore, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'études à ce propos. Alors là, c'est un exemple que j'aime bien citer parce que j'appelle ça le système Arche de Noé. Une étude faite dans le Marais Poitevin avait montré qu'on se demandait pourquoi les taupes, après 3 semaines de crue, le lendemain du retrait de la crue, on avait des taupinières dans les parcelles qui avaient été inondées. Et une étude sur les micro-mammifères, par hasard, a montré qu'en fait, les taupes montent dans le terreau des trognes creuses avec le garde-manger, c'est-à-dire qu'il y a les vers de terre qui montent aussi et les taupes montent avec. Donc ça sert aussi et ça c'est un aspect important parce que quand vous avez une crue, tous les petits animaux qui ne peuvent pas fuir rapidement sont brutalement anéantis en grande partie, s'ils ne peuvent pas se réfugier à l'intérieur ou sur un arbre.
Alors, ce qui est aussi intéressant à montrer, c'est que ces arbres vont être dans des états d'évolution différents. Le fait des cycles de taille vont donner les houppiers qui va être très réduit, qui va l'être plus par la suite. Toute cette, cet étalement de la taille va faire, et puis les âges des arbres va faire que le relais vont être produits. C'est le corridor, comme on peut l'appeler, c'est le cas de la DSA évidemment. Bon, on a vu que, voilà, ça c'est ce qui se passe, c'est le système qu'on encourage dans notre politique agricole depuis un certain nombre d'années, la table rase. Ça c'est une photo qui a été faite il y a 35 ans chez moi. J'ose pas remonter sur le château d'eau où j'ai pris la photo parce que je suis quasi persuadé qu'à gauche, c'est à peu près pareil, quoi. Donc ça c'est assez dramatique, mais je ne mets pas de dessin pour ça. Par contre, ça c'est intéressant parce que ces arbres qu'on considérait comme moins que rien, en fait aujourd'hui c'est un peu notre forêt précieuse. C'est-à-dire qu'on assiste à du pillage de trognes, enfin j'appelle ça pillage parce qu'il n'y a pas de renouvellement de la matière, de renouvellement de la ressource si vous voulez. Actuellement il y a des entreprises qui viennent d'Espagne, d'Italie ou voire de plus loin, voire des Chinois, qui vont prospecter pour aller récolter des trognes pour faire du bois de loupe. Et l'Airbus A380 ou les Airbus A380 dans lesquels je suis venu, il y avait de la loupe autour des fenêtres et je me demandais si ce n'était pas des trognes de frêne qui n'avaient pas fourni cette loupe. Alors pourquoi pas, mais ce qui est dramatique, c'est que c'est des opérations, il y a eu une récolte qui a été faite il y a 2 ans en Touraine. Et ce sont 800 frênes têtards qui sont partis en vraiment quelques semaines, sans s'inquiéter de savoir s'il y avait des espèces remarquables protégées dans ces arbres, et surtout sans souci de renouvellement. Alors aujourd'hui, il y a toujours des gens qui... cette pratique existe toujours. Alors, elle est ici très, très artisanale, mais elle peut être mécanisée, tant pour faire du fagot. Il y a des entreprises qui se sont penchées sur ces possibilités. Et il y a aussi la filière bois déchiqueté qui est mise en œuvre à différents niveaux, différentes échelles. Il faut se méfier là encore des échelles trop grandes qui peuvent être évidemment toujours contre-productives puisque aller au-delà de ce qu'on voudrait. Et puis, je ne vais peut-être pas trop insister sur l'aspect de ces arbres en agroforesterie, si ce n'est que les trognes en agroforesterie, finalement, au lieu de prélever à un moment donné le tronc, on peut les envisager comme des fixatrices de carbone, des productrices de biodiversité et des productrices tout au long de leur existence. C'est-à-dire que le houppier que vous allez tailler, il va en permanence pouvoir produire, et aussi on a vu qu'il y avait des problèmes d'ombrage, de concurrence qui pouvaient se passer. À chaque fois que vous taillez l'arbre, il va avoir un développement du houppier qui va toujours être maîtrisé. Alors ici, c'est un exemple, c'est en Normandie, pour montrer qu'on peut même associer de très grands arbres en bois d'œuvre, comme ces hêtres qui sont là, avec finalement en sous-bassement des trognes qu'on peut imaginer qui puissent aller produire directement aussi du BRF ou de la matière première pour les parcelles ou pour l'agriculteur. Alors actuellement, il y a une utilisation qui se développe, notamment dans les Limousin, au niveau de ces arbres, c'est la production de litière avec une efficacité plus grande que la paille. De même qu'il y a des besoins actuellement aussi dans les pays, dans l'est de la France, de matières premières pour les compostages. Alors il y a des trognes dans le domaine de la production de la truffe. On est en train de se rendre compte que c'est peut-être aussi un moyen de produire de la truffe plus comme on l'a fait autrefois. Et alors, ici c'est l'exemple de l'INRA, de Lusignan. Voilà, j'ai retrouvé le nom, qui est dans le programme Oxford.
Et là, l'idée, c'est de faire des mini-trognes qui seront qui seront broutés directement par le bétail avec un système de contrôle par un fil électrique qui permettra de maîtriser justement la pression du bétail sur les arbres. Et en plus de ces alignements qui ont été faits avec 4 essences choisies, il y a 50 essences qui vont être plantées et sur lesquelles vont être étudiées justement comment réagissent les arbres, les qualités du fourrage que produisent aussi ces arbres. Alors on peut avoir des densités très très grandes. En haut, je vous ai montré, c'est une trogne de chêne. Au bout de 3 ans, j'avais déjà de la production de glands sur ce chêne taillé. Alors tout à l'heure, on a vu qu'un arbre taillé produisait peut-être pas des fruits, mais par exemple au Pays Basque, dans les forêts du Pays Basque, on avait le chêne pédoculé avait été préféré au chêne des Pyrénées, au chêne tausin, parce que c'était considéré comme un arbre fruitier. Et le fait qu'il soit taillé en trogne, justement, augmentait, décuplait en quelque sorte la production de glands, et qui avait une grande importance, bien sûr, pour nourrir les cochons. Alors ça, c'est quelques exemples d'essence avec, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais on peut pratiquement faire de la trogne avec toutes les essences. Quelquefois, certaines, on n'y s'attend pas trop. Je ne parle pas des trognes fruitières avec l'olivier. Et on peut même trouver des trognes quelquefois dans le métro de Paris ou dans celui de Bruxelles. Voilà, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse aussi, c'est la présence des trognes dans l'art, puisqu'on en trouve partout dans la peinture depuis avant notre ère, jusque dans le cinéma, puisque ça c'est un autre sujet qui nous tient à cœur, et certains d'entre nous. Et voilà, donc pour conclure, ce que sont les trognes. Je vous remercie. Merci beaucoup.